Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reçois Sébastien, mon camarade de chez Festool. Alors c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, ça fait suite à la vidéo de dimanche où on a parlé des différents systèmes de rétractation de lame ou de blocage de lame. Et Sébastien a pris contact avec moi lundi, donc suite à cette vidéo, en disant écoute, moi si tu veux le saw stop, je le maîtrise à la perfection et je peux venir expliquer exactement comment ça fonctionne et surtout ce qui nous intéresse, les limites de ce système de fonctionnement. Donc je laisse la parole à Sébastien qui va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne d'une part et puis je lui couperai de temps en temps la parole pour lui poser les questions qui dérangent. Voilà. Et je me prête au jeu avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Très brièvement, saw stop n'est pas une invention Festool, déjà. Ça, on le sait. Un scoop, hein, on le sait. Donc, ce sont des Américains qui ont développé ça. Ça fonctionne depuis, je dirais, grosso modo 20 ans. C'est pas un nouveau système. Ça a fait ses maladies, ça a fait ses preuves, etc. Le gros souci pour Festool, ça a été d'intégrer ce système dans une machine pour le marché européen. C'est ça. Parce que les normes de sécurité européennes et américaines sont complètement différentes. Donc c'était un beau casse-tête, mais c'était surtout ça le gros challenge. Soit, comment ça fonctionne? Donc on a ce qu'on appelle une cartouche de sécurité qui est montée à l'intérieur de la machine sous la lame. Donc la lame passe ici devant le bloc en alu. Alors déjà une première chose, on appelle ça cartouche, et ça a donné lieu, puisque c'est un système anglais et qu'en anglais on appelle ça cartridge, donc la traduction en français c'est cartouche. Et ça a donné lieu à beaucoup de fables là-dessus, qu'on disait qu'il y avait de la poudre comme une cartouche de fusil, etc. Donc, ça fonctionne purement via l'électricité et l'électronique. Donc, quel est le système? En fait, la lame de la scie, là je peux toucher sans problème parce qu'on est hors tension, Oui. est alimentée par une tension très très faible, donc elle est constamment sous tension. Et quand on va venir toucher cette lame de scie, eh bien, c'est comme si notre corps faisait tout d'un coup masse avec la lame qui est mise sous tension. Et donc, cette tension va passer par le corps et donc changer. Et c'est comme ça que la détection a lieu. Donc, c'est purement électrique. Ok. Il faudrait, pour que ça marche pas, il faudrait qu'on mette une lame en plastique dessus, par exemple. C'est ça. Mais toutes les lames sont en acier. Le corps est conducteur. Donc, ça fonctionne, on va dire, à tous les coups, mis à part une défaillance du système. Et le déclenchement en tant que tel, donc c'est-à-dire le fait que la partie en aluminium vienne pincer la lame, qu'est-ce qui déclenche alors en fait? Donc, le bloc en alu va basculer autour de cet axe et pour le moment, il est maintenu en position ici par un espèce de filament fusible. Et lors du déclenchement, en fait, ce filament va être fondu. On va libérer une énergie électrique qui va fondre ce filament et qui va donc libérer le ressort dans le logement cylindrique ici qui va pousser le bloc en alu vers le haut et donc dans la lame de scie. Donc absolument rien à voir avec la poudre ou ce genre de système, c'est vraiment un petit filament électrique c'est ce ressort qui déclenche. Qui est calibré de façon à avoir la force nécessaire pour le repousser. Alors, une chose qu'on doit dire tout de suite, que les gens savent aussi, mais je le répète, c'est un système destructif. C'est-à-dire que quand le système de sécurité se met en route, la cartouche va être foutue, puisque la lame va rentrer dedans, et de toute façon, ce sera sorti, donc il n'y a pas moyen de remettre le bloc en alu, de remettre un filament, elle est morte, et la lame est foutue aussi. Alors, pour deux raisons, parce que souvent on me pose beaucoup de questions là-dessus, ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer la lame, etc. Non, pour deux raisons, parce que d'abord, elle a pris un choc quand même violent, donc elle a un risque d'être voilée, ça c'est la première chose, donc vibration, mauvaise qualité de coupe, etc. Mais en plus, il y a plus ou moins 3 ou 4 dents qui seront rentrées dans l'alu carrément, et donc, tout le monde sait aussi, mais on va le rappeler de nouveau, que les dents d'une scie, elles sont pas taillées dans la masse, c'est des plaquettes qui sont brasées sur le corps de la lame en acier. Oui. Et donc ces brasures, elles ont pris un pet. Donc il y a une chance pour que la soudure la brasure ne tire plus. Oui, c'est ça. Alors imaginez, vous avez sauvé votre doigt, au prochain démarrage, vous allez prendre une plaquette dans l'œil, c'est pas le but. Donc jamais, même si on arrive à la sortir, jamais on ne réutilise une lame qui aura pris un bloc en alu dans la figure. Alors moi j'ai une petite question concernant justement la vérification éventuellement du système. C'est-à-dire que ici il n'y a pas de réglage, donc on ne sait pas régler la sensibilité du système, mais est-ce qu'on sait s'assurer par exemple avant de démarrer la machine ou après avoir démarré la machine si le système fonctionne ou ne fonctionne pas? Ouais. Alors ça, on peut le faire en deux étapes. Premièrement, quand on allume la machine, donc si on la met sous tension ici,
on va voir que en dessous de la LED verte qui indique que la machine est sous tension, il y a une LED rouge qui clignote. D'accord. Et donc cette LED rouge clignotante indique que elle, l'électronique de la cartouche, est en train de faire une vérification. Donc on a par exemple ici des broches, un peu comme une prise d'écran d'ordinateur. C'est ça. Donc tous ces petits contacts, que le contact électrique est bien valide, que la masse électrique de la machine paraît normale par rapport aux standards qui sont intégrés dedans, tout ce genre de vérification. Et si tout est bon, elle va passer au vert fixe. Et si jamais il y a une anomalie, quelle qu'elle soit, on va avoir un clignotement bizarre, vert rouge, où il y aura différents symboles de messages d'erreur qui vont indiquer qu'il y a un truc qui cloche et que on peut pas utiliser la scie comme ça. D'ailleurs, elle démarrera pas. Alors justement, deuxième question concernant ce petit mécanisme, est-ce qu'on peut désactiver le système? Donc par exemple, je veux couper quelque chose qui est conducteur, comme de l'aluminium par exemple, ou ce genre de choses, puisque si je comprends bien, ça déclenche quand on coupe de l'aluminium ou quand on découpe ce genre de matériaux. Est-ce qu'on peut éventuellement le désactiver et si oui, comment? Ok, donc ça m'amène à parler de deux choses. C'est d'abord de tester justement le matériau. Parce que de l'alu, on sait que c'est conducteur, du carbone, enfin je sais pas, une pièce en cuivre ou quelque chose, tout ça on le sait. Mais il peut y avoir aussi des matériaux composites, du bois humide, du bois qui a été stocké dehors, pas sous la pluie, mais dehors, est-ce qu'il est suffisamment conducteur pour faire sauter ou pas? Donc vous prenez votre matière, la matière que vous voulez couper en matériaux, ouais. Voilà ici par exemple du cuivre. On va le prendre dans sa main, on le met en contact avec la lame de scie, et si ça clignote en rouge ici devant, ça veut dire que le système de sécurité va déclencher. D'accord. Ça, c'est une chose. Donc on pourrait le faire, ça pourrait déclencher aussi alors avec du bois humide. Oui. D'accord. Donc là, quand on a un doute, on prend le morceau de bois. Si on voit que ça clignote rouge, alors là, dans ce cas-là, enfin, je sais pas, est-ce qu'on sait désactiver ou pas justement le système? Comment on fait pour bypasser la sécurité? Donc je veux couper une plaque en alu. Donc on a sur la face avant un start, comme sur toutes les scies, un stop, comme sur toutes les scies, et on voit qu'on a un troisième bouton, c'est marqué Saw Stop Off. Ouais. Donc, comme je le disais, on a ces trois boutons. La manip pour bypasser la sécurité, c'est celle-ci. On va appuyer ici, on va avoir un clignotement rouge-vert, on démarre, et puis seulement on relâche ce bouton-là et ce bouton-là. Pourquoi est-ce que j'ai gardé mon doigt ici pendant que la scie tournait? C'est qu'on voyait que la LED verte clignotait. Quand elle clignote pendant la coupe, ça veut dire que le saw stop est désactivé. Si je démarre normalement, elle est fixe pendant elle est allumée vert fixe pendant l'opération de la lame. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut bypasser le système à tout moment, à chaque démarrage. Mais systématiquement, dès qu'on arrête la lame et qu'on redémarre, il se réenclenche. Ouais, donc si on reprend le matériau conducteur maintenant contre la lame, ça va clignoter rouge, c'est ça? C'est ça. Attends, je vais te le refiler. Hop. Donc ici, Benoît remet voilà. Et là, ça clignote en rouge, donc il y a détection. Donc en gros, si je comprends bien, ici, il n'y a aucune manipulation à faire au démarrage de la machine pour activer le système. C'est ça. Par contre, il y a une manipulation bien spécifique pour le désactiver, mais on ne sait le faire que pour une seule coupe, ou en tout cas une utilisation continue pendant un certain temps. Dès qu'on coupe la machine, automatiquement, le système de sécurité se remet en place. Ça veut dire que si vous avez plusieurs coupes à faire en aluminium, je sais pas moi, par exemple, vous faites des châssis en aluminium et vous devez couper des moulures, enfin en tout cas des champs en plat ou ce genre de choses, vous venez couper votre première languette, vous désactivez le système. Si vous revenez la deuxième fois et que vous oubliez de le désactiver, clac, ça déclenche. Donc bien penser à ça. Donc ça, je trouve que c'est déjà un point positif, en tout cas au niveau sécuritaire. Mais voilà, si on achète une scie comme ça pour couper de l'alu, pour moi, c'est pas celle-là qu'il faut acheter. Il vaut mieux prendre une CS70, une CS50. Une question qui est intéressante par rapport à ça, c'est David, justement la personne avec qui j'ai fait la vidéo, qui m'a dit à quand ce système sur la 650, donc la scie sous table, mais sur accu. Est-ce que c'est un problème de place ou enfin voilà. L'un des buts de cette vidéo, tu l'as dit au départ, c'est de parler des limites. Tout à fait. Donc une des limites, il y en a quelques-unes. Une des limites de ce système, c'est qu'il ne pourrait pas être alimenté par batterie parce que pour fonctionner,
la scie doit être reliée à la terre. Donc ça veut dire que si vous avez cette scie-là, vous ne pouvez pas l'utiliser avec le 6 Power Station Festool, donc la grosse batterie de 120 volts, parce que cette batterie n'est pas reliée à la terre. Ou avec un groupe électrogène. Ou avec un groupe électrogène. Alors sur certains gros chantiers, je crois qu'il y a des énormes groupes qui peuvent être reliés à la terre, tout à fait. Validés par un électricien compétent. C'est ça. Patata. Mais si c'est un groupe électrogène, on va dire traditionnel, là par contre, ça ne fonctionnera pas. Et donc c'est pour ça que, en tout cas, ce système-là, le système SOSTOP, oui, c'est bien de celui-là qu'on parle. Sur une scie à batterie pour la même raison. C'est ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des zones de non-détection? On a vu par exemple dans le système PSC que si on mettait une saucisse, Knacky ou je ne sais quel autre, sur le côté de la lame, ça ne détectait pas. Là, on l'a fait hors caméra, mais on peut le refaire ici dans la vidéo. Lorsque moi je mets ma main ou mon doigt sur le côté de la lame, eh bien le petit truc rouge clignote. Ça veut dire qu'il reconnaît bien mon doigt et donc elle se rétractera. Moi, ma question c'est est-ce qu'il y a des zones qui ne détectent pas éventuellement et donc quelles sont ces fameuses limites que ce système-là pourrait apporter ou avoir? Encore une fois, tout tient dans comment la détection est faite. Donc j'ai expliqué courant sur la lame, etc. Donc ça veut dire que pour être détecté, il faut d'une façon ou l'autre que le corps entre en contact avec la lame. Donc c'est pas approcher, c'est pas être dans la zone de, c'est vraiment dessus. C'est ça. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va toucher la lame pendant qu'elle tourne va avoir une micro-éraflure, et ça on le verra bien avec l'histoire de la saucisse tout à l'heure. Donc il va y avoir, et c'est un peu parfois dérangeant, hein, il y a des gens qui disent oui mais quand même on va être blessé. Mais dans tous les cas qui sont déjà arrivés, c'est vraiment des toutes petites éraflures. Mais il faut qu'il y ait vraiment ce contact. Donc il n'y a aucune zone autour. Alors si il fait particulièrement humide, si la peau aussi est moite, etc., il va y avoir une grande sensibilité. Donc, il se peut que ça déclenche quand le doigt va être à 2 mm de la lame, par exemple. Ouais. Mais en théorie, il faut contact. Donc, le capot, la plaque noire ici autour, ce sont pas des zones qui vont faire déclencher le système. Déclenchement du système. Il faut vraiment contact avec la lame. Ok. Ça, c'est une chose. Si je mets des gants, donc par exemple, on a des gants avec la paume en caoutchouc, est-ce que justement, il y a un risque que ça ne déclenche pas, étant donné que c'est, on va dire, un matériau isolant? Alors effectivement, comme le gant est isolant, quand le gant rentre en contact avec la lame, il se passe rien. Mais la seule chose, c'est que dans le cadre de travail avec la machine, si on est dans le cadre d'un accident, mais la personne ne va pas se rendre compte qu'il a mis son doigt dans la lame, donc on va continuer le mouvement. Et une fois que la scie aura coupé le gant, forcément, elle va rentrer en contact avec le corps et ça va déclencher. Ça va déclencher. Donc le gant en lui-même ne va pas empêcher. C'est plus dangereux dans le fait que ça pourrait s'enrouler, voilà exactement. Par la lame à l'intérieur, etc. Mais dès qu'on va rentrer en contact avec le doigt, clac, ça va déclencher. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ça on en a beaucoup parlé tous les deux aussi, c'est que on va pas utiliser la scie différemment parce qu'il y a ce système. C'est ça. Donc ça c'est important à rappeler quand même. C'est-à-dire que vous ayez ce système-ci ou n'importe quel autre système de sécurité, la première sécurité, c'est d'utiliser sa machine comme elle doit être utilisée et donc prendre toutes les précautions nécessaires. Et si pour une raison ou une autre, il devait arriver qu'on rentre en contact avec la lame, faut espérer qu'il fonctionne, mais que les choses soient bien claires. Il faut jamais utiliser la machine en se disant « super, j'ai la sécurité et je vais travailler comme un branque ». On prenait l'exemple de la voiture et de l'airbag. Personne ne va s'amuser à prendre un poteau de face juste pour se dire oh, j'ai un airbag, je ne risque rien. Non, certaines personnes vont prendre le risque éventuellement de rouler sans ceinture, mais chacun prend le risque qu'il veut. Ici, personnellement, je ne m'amuserais pas à me dire tiens, je vais mettre ma main devant la lame juste pour le plaisir. De toute façon, il ne saurait rien m'arriver parce qu'elle va se rétracter. Donc, toujours bien penser aux règles de sécurité, la main à minimum 20 cm de la lame et ce genre de choses, toujours bien relever les manches. Enfin voilà, c'est tous des trucs qui, quoi qu'il arrive, doivent être respectés, peu importe le système de sécurité qu'on a. Donc, système destructif, il faut être lié à la terre. Quand est-ce que ça pourrait ne pas déclencher ? Et donc, en fait, si je comprends bien, à partir du moment où tu rentres en contact, mis à part, en effet, une défaillance du système, mais comme on l'a vu, on peut
dès le départ déterminer si en effet il y a une défaillance puisqu'il y a des codes d'erreur avec le clignotement, donc ça moi je ne le savais pas, et s'il n'y a pas de clignotement, a priori il n'y a aucune raison que ça ne déclenche pas. La deuxième chose que je voulais dire aussi, j'y ai pensé là tout à l'heure pendant que je t'entendais parler, c'est que le fait que ce soit un système destructif peut paraître un désavantage, mais il y a aussi un avantage. Moi ce que je vois comme avantage, c'est que donc tu travailles, tu fous ton doigt dedans, ça saute. Quand tu vas réinstaller ta machine pour retravailler avec, tu vas mettre une nouvelle cartouche. Et donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il y aurait eu un déclenchement, le système est renouvelé, puisque le cœur du système, il est là-dedans. Ouais. Donc, quand on change ça, c'est comme si on remettait à neuf complètement le système de détection. D'accord. Et je trouve ça un avantage, tu vois. Ouais. De se dire, il y a eu un pet, il y a eu un choc, il y a eu un truc, mais de toute façon, mon système de détection est nouveau. Oui, oui, c'est ça. Et ça, je trouve ça, en fait, avantageux, plus que désavantageux. Alors justement, ça c'est une question qui a été soulevée finalement, hein, et je dis bien soulevée, hein, parce que soulever ça n'existe pas. Voilà, dans ce monde-ci ça n'existe pas. Et donc c'est le temps de changement, puisque l'avantage quelque part avec les systèmes, les 3 autres systèmes qu'on a présentés dimanche, c'est que justement la lame se rétracte, mais il n'y a pas donc ce côté destructeur. Et puis ça prend, on va dire, entre 30 et 1 minute maximum pour que le système se réinitialise et qu'on puisse utiliser la machine. Ici, combien de temps est-ce qu'il faut finalement pour changer le système, et est-ce que c'est facile à changer? Éventuellement, est-ce qu'on peut le faire pour voir un petit peu comment ça fonctionne? Moi, je pense que je peux y arriver en 30 secondes. Allez, on prend les paris alors. 30 secondes à 1 minute, mais 30 du coup... Donc, on va montrer le déclenchement. Donc, on a été acheter des saucisses. Alors, c'est pas des knackis, hein, parce qu'on voulait faire... On parle toujours de knackis. Hein. Pas voulu nous sponsoriser, voilà. Donc, on a été chez Swan, hein, donc au Spar ici à Marchin. et on a pris donc des saucisses. Alors... Il a ouvert, enfin on l'ouvre devant vous, pourquoi? Parce qu'il va vous montrer que finalement il va prendre la saucisse et il va l'essuyer, parce que pour montrer que ça ne doit pas spécialement être mouillé. Et alors une chose aussi importante que tu disais, il y a le côté humide, mais il y a aussi le sel. Pourquoi on utilise une saucisse, en dehors du fait que c'est visuel et tout, c'est que il y a de l'eau dedans et du sel. Et le corps humain, moi je suis pas physicien ni machin, mais je sais qu'il y a 90% d'eau, je crois, dans le corps humain, et aussi une certaine teneur en sel. Et donc, la conductivité entre le corps et la saucisse n'est pas la même, mais est relativement... Elle s'y rapproche, quoi. Okay. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Donc, on essuie ça, on prépare la machine, et puis on vous montre. On va essayer de faire un gros plan aussi, comme ça, vous verrez le système qui déclenche. Je tiens à préciser que la communication marketing de Festool, là-dessus, est très claire. On dit que ça diminue les risques de coupure. On n'ira jamais dire que ça vous protège à 100% dans tous les cas, machin, parce que c'est un système comme un autre et il peut y avoir une défaillance. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Oui. J'ai jamais entendu de personnes qui se sont coupées en étant en ayant ce système-là, oui. J'irai pas mettre ma main en feu, ça n'est jamais arrivé parce que j'ai pas de statistiques, mais en tout cas, je l'ai jamais entendu. Donc, on va procéder à la démonstration. Alors, je vais faire comme ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que pour montrer qu'on n'a pas une fausse scie qui coupe à moitié, machin, je vais d'abord couper une bande de ma pièce, normalement. Puis je vais redéplacer ma butée. Je vais prendre la saucisse en question. Je vais la mettre sur le trajet de la lame de coupe. Et je vais, en la tenant avec ma main, faire ma coupe avec la saucisse qui va passer dans la lame. Je dois la tenir avec ma main puisque ça doit être comme si c'était le prolongement de mon corps. Donc je vais commencer ma coupe doucement et puis je vais accélérer pour bien montrer qu'on peut couper à vitesse normale, voire même vitesse rapide. Ma lame de scie est complètement sortie, ce qui n'est pas du tout correct pour une utilisation normale, mais je fais exprès parce que on filme, et donc pour avoir une chance de voir un petit peu ce qui se passe, hein, le système réagit très rapidement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du temps de réaction, hein, c'est 5 millièmes de seconde, mais je parle du temps de réaction. La vitesse de rétractation, celle-ci, je la connais pas, mais ça va très très vite. Donc pour avoir une chance de voir quelque chose à la caméra, je sors la lame complètement, mais c'est purement pour ça. Autre chose que j'avais pas dit non plus, il y a le blocage de la lame et le fait que la lame se rétracte dans la table. Pourquoi? Si on bloque la lame mais qu'elle reste sortie, imaginons qu'on s'est pris les pieds dans un câble et qu'on se casse la figure, même avec la lame à l'arrêt, on pourrait encore se couper dessus quand même. Donc c'est les deux, le blocage et la rétractation, qui protègent l'utilisateur au maximum.
Je rapproche juste la caméra pour le plan, pour que vous voyez de plus près, et puis on fait la démo. Donc je vérifie que ma saucisse va bien passer dans la lame, et je fais exprès d'avoir un assez long trajet justement pour pouvoir faire une coupe normale, et c'est parti. J'ai fait exprès de ne pas bouger, de rester dans ma position. La lame est complètement rétractée. Je vais retirer mon morceau de bois sans retirer la saucisse. Et tu vas pouvoir, tu veux que je m'approche de... Oui, celle-là aussi. Aussi, hein. Donc, regarde si on me voit bien ici. Oui, ça a l'air bien. Alors, je vais tourner la saucisse. Et donc, on voit qu'il y a une micro-marque ici. C'est ça. Ouais. Donc, effectivement, la personne aura une micro égratignure. Hein, on n'a même pas 1 mm de profondeur. Donc, il faut bien contact. Il faut accepter. On se met tous des écharpes dans le doigt, donc c'est pas dramatique. Mais ce sera jamais. Vous avez vu aussi que j'ai été vite. Hein. Je pense que là, la vitesse d'avance, ça suffisait. Ouais, tout à fait, parfait. Donc voilà, je pense que la démo parle d'elle-même. Moi, je dois vous avouer qu'en étant à côté, c'est assez impressionnant. En plus, j'ai filmé aussi avec mon téléphone pour montrer un peu sur Instagram. Et donc maintenant, qu'on a vu comment ça fonctionnait, moi, je suis assez bluffé, pour être franc, en étant sur place. Maintenant, il va le démonter et puis on va mettre le petit chrono quelque part sur l'écran et on va voir si, en effet, il s'est démonté en 30 secondes, 1 minute. C'est mettre la scie hors tension. Ok. Quand même, sécurité de base. Voilà, comme ça, on sait que c'est fait. On est parti pour le démontage. 3, 2, 1, go. Donc, j'ai les trucs, les outils livrés. J'utilise la fourche pour démonter la plaque, quart de tour pour défaire le couteau diviseur, je sors le système d'aspiration, je descends la lame complètement, je la remonte complètement, moi, je bourre un peu parce que je suis chronométré. Hein. J'ai pas besoin de ça au fait, je desserre le boulon. Il a la pression, il a la pression. Et un peu, je l'enlève, je décolle la lame ici de l'axe, puisque le ressort pousse dedans. Tu peux regarder par au-dessus. Hein. J'ouvre le capot, je défais le quart de tour de fixation de ma cartouche, et je sors la cartouche de son logement. Voilà, stop, le chrono. Ok, donc 1 minute et 8 secondes. Voilà, 1 minute 08, entre 30 et 1 minute. Ouais, tu viens d'où toi? Ben ouais, tu sais bien, mes origines ne me trahissent pas. Les Français, il paraît qu'ils ont des grandes gueules. Bon, ben voilà, on trouve une fois de plus. Voilà. Bon. Donc, on a, normalement la plaque est ici, parce que c'est quand même bien que les gens comprennent un peu ce que j'ai fait. Vous avez un outil clé, un autre outil clé, mais avec des fourches. Et en fait, l'une de ces fourches, n'importe laquelle, rentre dans la petite fente là. Et ça permet de d'éclipser le capot. Puis on a un quart de tour ici pour enlever le couteau diviseur avec le capot d'aspiration. Et une clé que j'ai posée par terre. Une clé quart de tour aussi qui ferme, qui maintient la cartouche en position. Que j'ai retiré, et donc après, on retire. C'est retirer alors la lame. Alors, un truc super important, faire attention à ne pas se couper avec ça, c'est de montrer l'évolution de la cartouche. L'ensemble cartouche, bloc en alu avec la lame bloquée, et la cartouche neuve. Donc, on voit effectivement ce que j'expliquais tout en début de vidéo, que le ressort bleu ici a été libéré de son logement et a poussé le bloc en alu qui est venu bloquer la lame. Mais un point très important, on me pose tout le temps cette question, est-ce que c'est pas dangereux pour la machine d'avoir reçu un choc pareil? Parce que c'est quand même violent. À pleine vitesse, la lame a été arrêtée instantanément. Est-ce que l'axe a pris un coup? Est-ce que le moteur a pris un coup? Est-ce que le bâti de la machine a pris un coup? Eh bien, regardez bien ici, dans cette zone, on voit la cartouche neuve là, et on voit bien qu'ici, elle est complètement déformée, mais vraiment méchamment. Et donc ça, c'est un peu comme la technologie des voitures. Dans les pare-chocs, vous avez dans le châssis des zones qui sont faites exprès pour se déformer lors de l'impact. Et donc toute l'énergie cinétique du choc, de la lame dans le bloc, a été absorbée par cette zone-là qui est calculée spécifiquement pour se déformer.
Et donc, le choc n'est pas repris ni là par l'axe de la machine, ni par le bâti, ni par le moteur, mais elle est vraiment absorbée en cet endroit-là. Et ça, c'est aussi un point très important du système. Donc, je vous engage fortement, bien sûr, si vous avez fait l'achat d'une scie comme ça, à avoir, et d'ailleurs, la place est disponible hein, sur le bâti de la scie en dessous. Il y a une zone où on peut clipser une cartouche neuve et une zone où on peut stocker une lame de rechange. Donc, évidemment, si vous investissez dans cette scie, ben, prenez une cartouche et une lame de rechange de façon à, lorsque vous êtes sur chantier, pouvoir vous-même, après que vous ayez repris vos esprits, on va dire, par rapport au stress de s'être presque coupé, redémarrer rapidement et continuer votre travail. Donc, je vais mettre la lame ici. Donc, si ton chrono était encore bon, là. Ah, alors, chrono, play, c'est parti. Alors, je commence par remettre la lame en place, la nouvelle lame. C'est pour ça que je vais pas vite, hein, c'est des explications en même temps, je peux pas m'en empêcher, c'est mon métier. Donc là, on va utiliser les deux clés pour serrer complètement. Donc, une pour bloquer l'écrou derrière et une pour fixer la lame. Je remets ma cartouche par la petite porte sur le côté. Gros axe dans le gros orifice, petit axe dans le petit. Je remets la clé de fixation, quart de tour vers le bas. Je ferme. Je remets mon couteau diviseur. Quart de tour. Et je remets la plaque de fermeture. Voilà. 2 minutes 15. Donc en tout, 3 minutes 15. Non, 2 minutes. 2 minutes 15 total, puisque tu étais à 1. Donc tu as mis 2 minutes démontage et remontage, puisque j'avais fait stop et j'ai relancé le chrono. Donc à la limite, ça durerait 5 minutes, ce serait même pas non, grave. mais même objectivement. Pour dire que ça va très très vite. Tout à fait. C'est pas compliqué du tout. C'est fait pour être faciliter la vie de l'utilisateur. La cartouche est pas compliquée à remettre en place. Bon, évidemment, enlever le petit cache pour les connexions électroniques, ça tourne de source. Si jamais votre machine est un peu sale, ben, soufflez un petit coup dessus avant de la mettre. Mais en gros, il n'y a rien du tout de compliqué. De toute façon, je pense aussi que quand on est arrivé face à ce genre de situation, il y a l'adrénaline, à mon avis, qui a dû monter un petit peu. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a peut-être pas l'intention de redébuter dans la minute qui suit. Mais en tout cas, voilà, c'est pas rédhibitoire en termes de temps de remettre en place. En tout cas, pour être sur place et puis pour l'avoir vu en réel, ça va vite. Mais d'intervention extérieure. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il faut juste penser à une chose, et ça, faut quand même le garder à l'esprit, c'est qu'en effet, ça a un certain coût. Maintenant, comme on disait, le coût d'un doigt ou d'une chirurgie réparatrice, bah, ça n'a pas de prix, et notre santé non plus. Et quand on est artisan en plus, il y a les mois derrière de revalidation, le temps perdu, le retard sur les chantiers, etc. Donc c'est quelque chose quand même à garder à l'esprit. Et alors, moi, personnellement, si j'avais ce genre de système, fatalement, j'aurais au moins une cartouche et une lame en surplus au cas où, justement, il venait arriver à ce genre de choses. Je voulais déjà te remercier parce que il a réagi super vite. Alors, c'est sûr qu'on est potes et que donc, ça facilite les choses. Mais je le répète, ce n'est absolument pas quelque chose qui est sponsorisé par Festool ou quoi que ce soit. La preuve, il est venu habillé en civil. Mais c'était super sympa de voir le système SawStop. Donc déjà, un grand merci pour ça. Moi, j'ai appris des choses. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si vous avez aussi appris certaines choses. Et si vous vouliez éventuellement d'autres renseignements qu'on n'aurait peut-être pas parlé ici, on est très proche avec Sébastien. Donc je sais qu'il répondra à vos questions et je pourrai y apporter des réponses éventuellement. Et donc, je te laisse avec ce que tu voulais ajouter. Donc, oui, un petit truc que je voulais rajouter qui est pas sans importance, et là, c'est plus un détail pratique pour les gens qui voudraient faire l'achat, justement. Et tu posais la question tout à l'heure, c'est pas une question inintéressante, c'est qu'en est-il, donc on connaît la garantie Festool sur les machines et tout ça, pas la peine de revenir là-dessus, mais ça, du coup, qu'en est-il de la garantie pour les cartouches? Alors, il y a des numéros ici, sur la boîte de la cartouche, et ici, j'ai une cartouche qui commence par le numéro 105. Alors, c'est l'avant-dernière version. La toute dernière version, ça commence par 106. Mais les cartouches 105 et 106, on a corrigé les petites choses qui pouvaient poser problème. C'est-à-dire que les toutes premières versions, c'était des 102. Et il y a eu pas mal de déclenchements,
on va dire, un peu sensibles, sans raison apparente ou pour trop de sensibilité, etc. Donc, on a fait évoluer vers des 103, c'est ça, 103. Ça a été corrigé, mais il y avait encore des petits trucs. Et maintenant, on est aux 105 et 106, et celles-là on va dire, fonctionnent parfaitement. Donc, sur les cartouches 105 et 106, il n'y a pas de garantie normalement. C'est-à-dire, si vous aviez un déclenchement qui vous paraît anormal, moi, je peux venir sur place, vous envoyer la cartouche à vérifier chez nous. On va vous dire que c'est parce que il y a eu, il peut y avoir des tas de raisons, mais il y en a une que je vais donner encore dont on n'a pas encore parlé. Et normalement, c'est pas garanti. Maintenant, s'il y a vraiment quelque chose d'inexplicable, où le client me dit, moi je suis sur place, je lui demande ce qu'il a fait, par exemple un panneau de mélaminé, où il y aurait peut-être eu un morceau de métal dedans, mais on ne sait pas le vérifier, etc. Je vous avoue que je suis seul juge à ce moment-là, et on a un stock, bon, qui est ce qu'il est, hein, mais on a un certain stock de démos, et ça m'arrive quand vraiment il y a une situation qui me paraît complètement anormale, de donner une cartouche gratuite et une lame gratuite à un client. Mais normalement, officiellement, il n'y a plus de garantie sur les 105 et les 106. Par contre, si vous achetez une machine, il se pourrait qu'elle ait été stockée chez un revendeur depuis longtemps et qu'elle ait encore une cartouche 102 ou 103. Je vous invite à le vérifier. Et si vous le voyez vous-même, je viens ou on vous envoie une cartouche 105 gratuitement. Et si jamais vous aviez eu un déclenchement anormal et qu'on voit que c'est une 102 ou 103, même chose, on vous changera de toute façon la cartouche gratuitement. Là, on parle bien de la Belgique ou bien... alors toi, te déplacer, évidemment, ça sera en Belgique. Alors, pour la garantie, ça, c'est européen. Maintenant, pour mon attitude par rapport à ce qui se passe, Belgique, ça tient à moi. Je peux pas garantir qu'en France, ils feront la même chose. Oui, c'est ça. Bon, Festool est quand même... là, désolé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a quand même beaucoup de Français qui regardent la vidéo et je voudrais pas que tu reçoives des coups de fil de Français qui disent t'as dit que tu viendrais remplacer notre cartouche. Évidemment, Sébastien est spécialiste machine en Belgique. C'est pour ça, c'est juste pour ça que je le dis. Je dis pas que Festool France fait moins bien ou fait mieux. C'est juste pour préciser parce que sinon tu vas te retrouver avec toute une série peut-être un monsieur qui habite à Marseille, le même que toi, tu vois, qui dit qu'il met 1 minute pour faire le truc et puis qui, tu vois. C'est ça, c'est pour rire. Et alors une dernière chose très très importante aussi et que je vais être honnête avec vous, j'ai découvert moi-même il y a pas longtemps, je savais pas ça, c'est la découpe de plastique. Donc on a dit qu'on allait utiliser le bypass pour couper de l'alu, du bois humide éventuellement si on voit qu'il est conducteur ou d'autres matériaux conducteurs. Qu'en est-il du plastique? Moi j'ai toujours dit au départ, le plastique c'est pas conducteur donc allons-y, on s'en fout. Et puis j'ai eu le cas d'un client qui a coupé les petites goulottes en U qu'on met sous les plaintes de cuisine pour les protéger de l'humidité. D'accord. Il en a coupé une, il en a coupé deux, et à la troisième, paf, ça a pété. Et je comprenais pas. Et en fait, j'ai téléphoné en Allemagne à mon siège en leur demandant est-ce que vous avez des explications? Et ils m'ont dit oui. Qu'est-ce qui se passe quand on frotte du plastique rapidement? On a tous fait ça avec la règle quand on était petit pour faire soulever des bouts de papier et tout ça. Eh ben, on crée de l'électricité statique. Et du coup, après 2-3 coupes, la pièce est chargée en électricité statique et il va y avoir une réaction électrique qui va déclencher. Donc, si vous coupez du plastique, pareil, désactiver le système, quoi. Parce que on peut avoir par électricité statique un déclenchement. Ok, parfait. Écoute. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Un énorme merci. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour. En tout cas, on a vu les limites. Voilà encore un point ici dont on n'avait pas parlé spécialement et qui est quand même important. Donc, cette histoire de goulotte. Si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas sous cette vidéo. Moi, ça m'a fait un énorme plaisir de vous partager de nouveau ce système-là. Je le répète encore et encore, si SCM, Felder ou Altendorf veut faire ce genre de vidéo, alors j'imagine qu'ils vont pas venir avec une SIA format chez moi pour présenter. J'ai aucun problème s'ils veulent m'inviter à aller directement chez eux et voir comment ça fonctionne. C'est avec un grand plaisir. Comme ça, les gens voient un petit peu les différents systèmes et leurs limites. Donc, un énorme merci encore. De mon côté, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Voilà, c'est bien, non? Bon.